Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. OK, on a fait un warm-up de 1h50 à peu près. Donc, beaucoup de sujets de jaser dans le warm-up aujourd'hui de Radio Pirate. Et là-dedans, on a sorti quelques affaires, entre autres, un bout de Jean Charest avec nul autre que Gérald Filion à Radio-Canada. Il y a des affaires là-dedans. Incroyable. Donc, on décortique ça avec vous autres sur Radio Pirate Live. La version full du warm-up est disponible en version Prime sur radiopirate.com. Et pour finir, tant qu'à parler du Groenland, puis de Trump, puis toute la patente, on entend de plus en plus en intervention, en parlant de peur aussi, en parlant de dire n'importe quoi. Moi, ça me déçoit beaucoup de Jean Charest. J'ai jamais voté pour Jean Charest. J'ai toujours dit que Jean Charest ça avait été une catastrophe parce que moi, je pense que, je le dis plus pour aujourd'hui, je pensais que Jean Charest avait un bon potentiel. J'ai certain que Jean Charest, il y avait quelque chose. Puis que Jean Charest, s'il y avait eu une dose de courage et une dose de conviction, que ce gars-là aurait réussi à transformer le modèle québécois puis de le moderniser. Le Jean Charest de 2003. Là. Exact. Qui a duré de la 6 mois. réingénierie de l'État. Oui, c'est ça. Qui a duré pas longtemps. Parce que Jean Charest a manqué de courage. Et la minute que les syndicats se sont levés et ont sorti dehors, Jean Charest a écrasé. Et par après, il a tenu le temps. Il a tenu le temps, Jean Charest. J'ai pas de... Y a-tu quelqu'un qui a... Y a-tu quelqu'un, à part un des pires budgets où on a eu une taxe santé puis tout ce que tu veux, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de quelque chose que Jean Charest a fait qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes... vous en bénéficiez, vous êtes comme... non, on n'a aucun souvenir de ça. Jean Charest, on n'a aucun souvenir de ça. C'est plate, hein? Parce que c'est un gars qui avait probablement du potentiel. Mais là, Jean Charest se promène partout parce que, comme disait Joe hier, Jean Charest, il y a comme, pour ces vieux-là, il y a comme une genre de... Il y a un stage pour eux autres. Il y a comme une place qui leur permet de revivre, d'être à nouveau dans le feu de l'action. Ça lui manque toujours, ça. Une fois que tu as goûté à ça, redevenir un citoyen qui n'est plus dans le journal, regardez comment agit Régis Labaume. Régis Labaume, chaque fois que quelqu'un l'appelle, il veut. Hein? Ça s'ennuie énormément de ça. Je me demande s'il ne regrette pas, d'ailleurs. C'est des gens qui s'ennuient du spotlight. C'est des gens qui s'ennuient d'être au cœur de l'action. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Probablement que non. Normal. Ils ont goûté. Mais que Jean Charest s'en aille sur différentes tribunes puis qui commence à dire au monde que ce qui s'en vient, là, le comportement Les amis, il a sorti quelqu'un que sa tête était... Il y avait un prix sur sa tête depuis 1 an. Vous n'avez pas dit un mot dans ce temps-là. Vous n'avez pas rien dit. Vous n'avez pas condamné l'administration Biden pour dire « Ouais, c'est pas ben faire. Nous autres, on l'aime, Maduro. » Puis c'est aux gens de là-bas de décider. Hein? C'est pas à nous. Vous étiez où? Non. L'histoire, c'est une réaction contre Trump. Il y aurait eu le même coup fait par Obama. Ce que Obama a fait en passant, avec la Libye. On aurait eu le même coup fait par Biden, même si Biden n'avait pas été mis au courant. Les gens auraient applaudi ça. Là. Tout le monde aurait applaudi. Across the board. C'est spécial ce qu'il dit, Charest, pareil. Hein? Il dit qu'il faut mobiliser la communauté internationale parce que c'est lui qui le dit, là. Okay? C'est spécial. Lui, il dit que il pourrait avoir une entente entre les États-Unis et la Russie pour envahir les territoires de l'Arctique canadien. Hey, ça, c'est saucé pas à peu près. Là. Non. Ça, je l'avais pas. J'avais vu un peu ce qu'il avait dit, Charest, mais je dis, je vois qu'est-ce qu'il dit exactement. Mais c'est ça qu'il dit. Il dit, pour avoir un genre de deal États-Unis-Russe pour occuper l'Arctique, la partie arctique, plutôt on va dire du Canada. OK. C'est ce qu'il dit. C'est spécial. Hein? Mais premièrement, si on n'a pas les États-Unis d'Amérique, l'Arctique, on s'en occupera jamais. Là. Non. On
n'aura jamais ce qu'il faut pour protéger l'Arctique. On n'aura jamais ce qu'il faut pour essayer de protéger nos genres de frontières, puis essayer de vérifier où le monde passe, puis c'est où qui arrête, puis c'est où qui vont aller envoyer des tuyaux un peu de travers pour aller chercher du pétrole s'il y en a. Mais ça veut dire quoi, ça? Aucune idée comment on va faire ça. Là. Je sais, mais ça veut dire quoi, ça, mobiliser la communauté internationale? Ça veut dire quoi, ça? C'est un peu c'est ce qu'il a dit? Oh oui. Il dit, qui peut les arrêter? C'est ses paroles à lui, là. Qui peut les arrêter? C'est une super puissance et on n'a pas les moyens physiques de les arrêter. Alors, il faudrait de toute évidence commencer à mobiliser davantage la communauté internationale pour contrer les Américains. Ben, tu sais, c'est Guy. Mais c'est pas l'Europe, là. Ben, c'est pas l'Europe, là. L'Europe, ils ont sous-financé, ils ont compté sur les États-Unis d'Amérique pour les protéger via l'OTAN, etc., etc. J'ai pas moyen de vous Donc, dire Charest, lui, il dit, excuse-moi, Charest, il dit Américains et Russes, ensemble, qui vont monopoliser l'Arctique canadien. C'est ça qu'il dit, là. Mais quand il parle de communauté internationale, si c'est pas les Européens, c'est qui? La Chine. China! Moi, je pense que Charest, il n'aille pas la Chine, moi. Ben, beaucoup de politiciens québécois et canadiens, c'est pas la Chine du tout. Ils n'osent pas le dire ici, là. Mais c'est ça que ils sont dire. sur le bord de le dire, par exemple. Ils sont sur le bord de le dire. Écoutons quelques secondes de son intervention avec Gérald Filion, un des plus nuls de Radio-Canada. Là, on parle de l'arraisonnement d'un pétrolier qui arborant le drapeau russe, cette offensive au Venezuela, les différentes menaces contre la Colombie, contre le Groenland également. Qu'est-ce que vous comprenez des actions de l'administration Trump? Ben, écoute, Filion, t'es-tu à la même game de poker que toi, coudon? Étais-tu là? T'as-tu joué une game de poker avec Gérald Filion? J'aurais aimé ça y faire les poches. C'est le chaos. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement... Il n'y a pas de chaos. Moi, ça, c'est le chaos. Le chaos de quoi, là? Le chaos de quoi? C'est une des meilleures interventions militaires de l'histoire de notre vivant, là. C'est quoi l'histoire du chaos, là? Le gouvernement de M. Trump ne semble pas avoir retenu aucune leçon de ce qui est arrivé aux Américains lorsqu'ils sont allés en Irak en 2003, lorsqu'ils sont entrés en Afghanistan. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir, là. Justement. C'est tout le contraire de ça, là. Il n'y a aucun parallèle à faire entre les deux, là. Il y a zéro parallèle. Ça a duré 3 minutes, là. Pas 12 ans, là. Ça a duré 3 minutes, là. Et si jamais le fond, la raison pourquoi on est allé est faux, ben c'est ta gang, Johnny. C'est eux qui ont émis le bond. C'est eux qui ont mis le 25 millions sur la tête de Maduro. C'est les fucking démocrates, man. C'est ta gang. Avant ça. Et tout ça avec le but d'aller installer un ordre politique ou de pouvoir imposer une volonté politique. Et tout ça a mal tourné pour les Américains. Un peu. Wow. Ils ont laissé au pouvoir la numéro 2 du régime actuel, là. Ils n'ont pas du tout changé le régime, là. Les généraux sont tous là, là. Les généraux sont tous là, là. Mmh. Mais c'est quoi, ça? C'est même pas de la folie, c'est carrément de la désinformation à Radio-Canada. Et Filion ne l'arrête pas, là. Vous le dites, lui, il est nul en asti. Vous savez, entrer dans un pays étranger, et on a beau être les États-Unis ou n'importe quelle superpuissance, c'est pas vrai que ça se fait en claquant les doigts. Et ce qui m'inquiète, ce qui doit inquiéter, je pense, la communauté internationale, c'est l'improvisation dont ils font preuve depuis les derniers jours. Tout ça, là, l'idée de saisir des pétroliers, c'est une chose, puis ensuite on va vendre le pétrole, et après ça... Mais juste vous poser un problème. Ils ne vendront pas le pétrole, ils l'achètent. Ils ne vendent pas le pétrole, ils l'achètent. Quoi ça? Ils l'achètent et l'argent s'en va pour le Venezuela et non pas pour
les bandits qui vendaient le pétrole pour le Venezuela. C'est quoi le problème? Il est où le bug? Ah, le monde va peut-être avoir un petit quelque chose de dessus. Ça, c'est tannant. Ça, c'est tannant. Le monde pourrait gagner. Le monde normal pourrait gagner. Ça a toujours dérangé, ça. Un sujet. Est-ce qu'on pense sérieusement que les pétrolières américaines, dans les circonstances actuelles, seront intéressées à entrer au Venezuela pour investir des dizaines de milliards de dollars et que ça prendrait 10 ans au minimum refaire les infrastructures? Alors, et des centaines de milliards de dollars. Dans les conditions actuelles, ils vont pas bouger, ils vont être polis avec le président Trump, mais il n'y aura pas de mouvement à moyen ou à court terme d'investissement de pétrolières au Venezuela. Ouais. Rencontre prévue d'ailleurs vendredi entre les pétrolières américaines et le président Trump. Mais que peut faire le Canada? Que peut faire la communauté internationale? Sauf laisser... C'est l'histoire de la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? L'Europe? Moi, je veux savoir c'est qui. C'est qui la communauté internationale? C'est qui? Le Nigeria? Oui, c'est qui? Ça? C'est qui la communauté internationale? C'est ça, c'est qui eux autres? Et Washington prendre le contrôle des ressources d'autrui de cette manière, compte tenu du jeu de puissance là, que jouent les Américains? Il y a toujours un gouvernement au Venezuela. Et... Premièrement, il y avait des claims. Le pétrole, il était déjà accordé à des compagnies. Là. Il y a eu un vol qui s'est passé il y a une trentaine d'années. Des compagnies qui se sont fait enlever tous les droits qu'ils avaient achetés, tous les droits qu'ils avaient négociés, toutes ces choses-là. Ils avaient fait des méga investissements. Pour l'instant, les Américains ne volent aucun pétrole. Là. Ils ne s'emparent pas du pétrole. Ils n'ont pas besoin de pétrole. Les États-Unis n'ont pas besoin de pétrole. C'est assez clair, ça, là. Les États-Unis n'ont pas besoin de pétrole. Zéro, là. Ils ont besoin de zéro de pétrole. Même qu'à 57 $ le baril, il y a peut-être du monde qui vont slacker un peu le pétrole. Là. Parce que ça commence à être limite pour le prix, pour en sortir. Donc, non, ils en ont en masse du pétrole. Là. Ils ont des partners. Le Canada, le Mexique, les États-Unis sont autosuffisants, les amis. Là. Évidemment, dans les circonstances qui sont du jamais vu, avec une espèce de patronage américain. À mon avis, il y a une occasion ici pour le Canada de travailler avec l'Europe et d'autres pays pour offrir un plan de reconstruction pour le Venezuela. Un plan Marshall. Qu'est-ce que l'Europe ferait là-dedans? Qu'est-ce que c'est ça? Un plan pour rebâtir le Venezuela avec l'Europe? Le Canada. On peut même pas poser nos pipes nous autres mêmes. C'est Chris, on n'ira pas poser des pipes ailleurs. Chez nous, les Européens sont plus capables de rien faire. Leur économie est en ruine. De quoi tu parles, man? Si boire. Soit que ce pays a un besoin urgent d'être reconstruit. Par ailleurs, on n'a aucune sympathie pour M. Maduro et son gouvernement. Oh. C'est un gouvernement qui était criminalisé et qui se déguisait littéralement en gouvernement. Mais il y a un projet de reconstruction qui doit inévitablement se réaliser à moyen terme dans ce pays où le peuple a beaucoup souffert. Le Canada a beaucoup d'expérience dans ce type d'initiative et je pense que le premier ministre Carney est bien placé pour être parmi les pays qui vont offrir un leadership sur cette question-là. De quoi il parle, le calice? Qu'est-ce que c'est ça? Non. Je vous le dis, Jean Charest, c'est... Je pensais pendant un bout que Jean Charest avait de l'allure. Finalement, c'est... Non, ça ne marche pas. Oui, OK. Qu'est-ce que c'est ça, là? Le Canada a de l'expertise pour bâtir le Venezuela. Oui. Le Canada, Chris, c'est un pays en destruction. Là. Le Canada, c'est un pays où il ne se passe plus rien. Là. Il n'y a plus d'investissements qui se font. Il n'y a plus rien qui se passe. Là. Il y a tellement plus rien qui se passe, on se demande si on n'est pas en train de perdre notre knowledge là, de certaines affaires qu'on avait. Là. On est tellement pognés dans toutes des histoires de règles et de patentes environnementales qu'il n'y a plus rien qui se passe. La dernière chose que les gens du Venezuela ont besoin, c'est de voir arriver une hostie gang de gauchistes avec des règles puis des patentes. Oh, mais là, il faut faire attention. On va développer ça d'une manière plus green. On va mettre des affaires avant. Puis on va mettre des panneaux solaires. Puis là, si on a à extraire du pétrole, on va le faire de manière green. Puis on va calculer les GES. Bon, on a de ça zéro, là.
Avec les Européens qui suivent, qui sont encore pires. Chris, l'Allemagne, tu sais plus, amis. Non, ils en ont plein les bras, là. Ils iront pas ailleurs, là. Ils en ont plein. Ils sont dans la merde par-dessus la tête. Tabarnache. De qu'est-ce qu'il parle, lui, là? Jean Charest. Johnny! Calisse. Quelle valse! Je vous le dis, j'ai jamais voté pour, mais j'ai toujours quelque chose dans le fond de moi. Puis même que je disais, hey, il exagère, là, ces histoires de corruption, je sais pas trop quoi, de quoi est-ce qu'on l'accusait. Là. Je me disais, c'est too much. Là. J'avais une forme de sympathie pour Jean Charest. Là, plus je l'écoute sur différents sujets, plus ce gars-là a besoin tellement... Son gars n'a pas été capable de le faire, il s'est dit, bon, on va le faire à sa place. Tu sais, son gars, à un moment donné, était comme un genre de chroniqueur, ça n'a pas duré. Là. C'était plate à mourir. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ben, c'était plate à mourir. Mais Johnny n'est pas bien bon, là. Johnny n'est pas... D'abord, il n'a pas de show. Deuxièmement, ouais, Maduro, on comprend que c'était pas un gars gentil, là. Ouais. Mais, il y a toujours des mais. Là. Aider le Venezuela à retrouver une certaine stabilité, une prospérité et un développement. Monsieur Charest, comment le Canada doit se positionner, cela dit, voyant ce qui s'est passé, l'intervention américaine au Venezuela, les menaces sur le Groenland, sachant qu'on a du pétrole, qu'on a du gaz, qu'on a des ressources, qu'on a de l'eau. Il y a l'Arctique également, et le président nous parlait en début d'année passée du 51e État américain. Donc, dans quelle position le Canada se trouve aujourd'hui? C'est encore plus urgent aujourd'hui, M. Filion, que ça l'était en 2025 pour le Canada de reconstruire, repositionner notre économie. Alors, il faut développer nos infrastructures, il faut aller vers de nouveaux marchés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'applaudis, moi, le déplacement de M. Carney en Chine la semaine prochaine. Et il faut de manière très urgente. China! Voilà! OK, il applaudit ça, lui. Lui, il applaudit ça, là. Monsieur Xi. Mais expliquez-moi quelque chose. Là. Ah non, moi, la Chine, je comprends pas. Si Trump va faire un deal avec la Chine, on traite Trump de tous les noms. Là. Mais quand nous autres, on va en Chine, c'est une belle initiative. Nous autres, on flirte pas avec la dictature. Hey, excusez-moi, là. Moi, je vais pogner 2 minutes en asti quand j'ai su qu'on s'en allait en Chine. Là. En ce moment, là, tu t'en vas en Chine, t'as pas d'affaires là, tasse-toi de là. Mais Johnny est très proche de Carney, là, tu sais. Ouais, mais Johnny, là, c'est quoi, lui? C'est un libéral? C'est-tu un conservateur? Il est à quoi, lui? Il est un peu hybride. Il est un peu monsieur-madame. Non, mais je comprends plus rien, moi. Un peu, là. Hey. Jerry, il est mêlé. Non, moi, je comprends plus rien, Carlis. Ah bon, ça fait 1 an qu'on entend ça. Là, on va diversifier notre économie, on va faire des projets. On a fait quoi depuis 1 an? Concrètement, là? Jean Charest, son nom était-tu là pour être pour représenter le Parti conservateur et être le chef du Parti conservateur? Ben oui. Oui. Calvaire. Je pense qu'il n'a pas rentré. Ouais. Ben, c'est ça que les conservateurs veulent, par exemple. La majorité des conservateurs canadiens veulent avoir un gars de même. Oh oui, ben oui. Là ils ont voté pour Poilievre il y a quelques années. Là. Mais si c'était à refaire, il est mieux avoir un gars de même qui dit exactement ce que les Canadiens veulent entendre qu'avoir un gars comme Poilievre qui a fait ce qu'il a fait après que Maduro a été sorti par Trump en hélicoptère cette semaine. Oh, ouais. Il y a beaucoup qui ont reviré de bord. Là. Oui. Donc, il est content, on va en Chine. Urgente, se débarrasser des barrières au commerce à l'intérieur de notre propre pays et il faut construire des alliances. Et il faut se préparer pour un gouvernement américain qui est encouragé par ce qu'il vient de faire au Venezuela. Vous savez, ils sont de plus en plus agressifs dans leur discours et leur façon de faire. Ça, c'est inquiétant. Raison de plus pour nous de construire nos forces armées le plus vite possible. Et dans le cas de l'Arctique, mais voyons donc, j'ai une vive inquiétude que les Américains fassent ou concluent une entente avec la Russie pour le développement de l'Arctique et qui passe par-dessus la tête des Canadiens. Esti tabarnak. Il le dit, Jerry. Ciboire de ciboire. Il vient de dire ça pour vrai, là. Il vient de dire ça pour... Non, le gars est complètement... On dit qu'il joue à risque. C'est pas un jeu de société, là. Ciboire, qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui? Ah ouais? Comme ça,
Là, on vient d'aller déstabiliser la Russie, l'Iran puis la Chine au Venezuela, mais on va se retourner de bord, puis on va faire un deal avec la Russie pour envahir le nord canadien, l'Arctique. Wow! Hey, dans le tête, il se passe beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup Prends un d'affaires. scotch, man. Ben, c'est ça. Prends un scotch, relax, esti, fume une cigoune. Relax. Il y a un de mes chums qui a commencé à jouer au curling. Là. Oui, Il haït pas ça. joue au curling. Tabarnak. Va jouer au curling, man. T'es rendu là. Puis c'est plus dur qu'on pense. Là. Il me l'a dit, mon chum. Je serais bon au curling, moi. Ben, c'est plus dur. Ben oui, c'est dur. Ah, c'est dur en cliff. C'est très dur. le curling. Avant de jouer comme il faut, là, Très, ça très prend un dur. bout. Là. Juste de contrôler la pierre, pas encore lisser dans la bande, ouais. dans le fond. C'est ça. Tough, là. Mais Johnny, il devrait s'appliquer au curling. Tu sais, ça Oui, change. Là. Il devrait se mettre au curling. Ah oui. Hey, si, boire. Hey, come on. C'est nos Il est dirigeants, spectaculaire, ça, avoue. Non, non, Avoue, Moi, c'est... Non, je suis stunned. Non, je sais. Sérieux, je suis stunned. J'entends ça, mais je ne sais plus quoi dire. Tu sais, moi, avoir été Fillon, on l'aurait arrêté une couple de fois. J'aurais dit, mais là, wow. De quoi vous parlez là? On peut savoir plus de C'est ça. détails sur votre pensée? Là. De où Tu ça droppes part, des- cette affaire-là? Là? Ça, tu droppes des affaires, là, Russie, États-Unis, telle affaire, telle affaire. plan Là, Marshall. Hey, on est Ouais, content puis d'aller attends un en peu. Chine. C'est ça, la Chine, telle affaire. Mais la communauté internationale. Oh, écoute, non, Mais c'est la communauté qui, ça? internationale, c'est la Chine. C'est un lien direct avec la Chine. Les Québécois, je vous le dis, là, Vous me faites mourir. les Québécois et les Canadiens, si tu fais un référendum, tu leur demandes, à partir de maintenant, vous avez le choix à faire équipe entre soit le Canada et les États-Unis ou le Canada et la Chine. Et 75 des Canadiens et des Québécois embarquent avec la Chine. Arrête. Ben, prove me wrong, man. Prove me wrong. Moi, je sais une affaire. Il y a des concessionnaires chinois qui ouvrent de bid, les voitures chinoises. Là. Ils en ouvrent. Bon, il y a peut-être une coupe de place sautée aux États, là. Mais tu ouvres des concessions un peu partout à travers les États. Le 90 de ces concessions-là ferment en dedans d'un an. Ça, c'est garanti. Ouvre des concessionnaires chinois au Québec, là. Puis c'est le char le plus vendu après 2 ans. Ah non, on est à watcher, là. On est très douteux, là. Hey, c'est un ancien premier ministre, un gars qui aspirait à être premier ministre du Canada, qui s'en va à la TV, puis qui applaudit qu'on va aller donner des baisers ses pieds de M. Xi en Chine. Puis qu'après ça, nous dit « Ouais, les États-Unis commencent à être dangereux, là. C'est le temps qu'on équipe notre armée. On équipe notre armée avec quoi? Avez-vous déjà vu la comparaison de l'équipe? Voulez-vous qu'on regarde c'est quoi la composition de l'armée canadienne et de l'armée américaine? Sérieusement, c'est un discours que vous pouvez avoir, là? Non. Que ça nous prend une armée là, pour se protéger des États-Unis? Êtes-vous sérieux, là? Ah, l'armée va même envahir le Groenland. L'armée va pas. L'armée, c'est 15 minutes, le Groenland, là, en passant. Là. L'armée américaine, c'est 15 minutes, là. Mais pas plus long que ça, là. 15 minutes, c'est réglé, là. Notre armée, elle ne se rend même pas à Chibougamau. Là. Le Canada, c'est même pas une journée, là. C'est en bas de 24 heures. On a combien d'armes nucléaires, nous autres? 0. Les États-Unis en ont combien? 5550. Ouais. On a combien de soldats, nous autres? 68 000. Les Américains en ont combien? 1 328 000. Du personnel de réserve, on en a combien? 27 000. Ils en ont combien? 800 000. Ouais, là. C'est ça, là. Les tanks, on en a combien? Les tanks. Avec, tu sais, le grosse affaire avec avec un genre de canon sur le dessus. Là. On en a combien, nous autres? On en a 74. Ils en ont combien, nous autres? 4640. Ah! Des véhicules blindés et des patentes, là. On en a combien, nous autres? 21 704. Ils en ont combien, nous autres? 391 963. Du self-propel, l'artillerie, là, tu sais, qui est capable de s'arranger par elle-même. Là. D'autres, on a 0. Ils en ont 671. Des
Des lance-roquettes, on en a combien? 0. Ils en ont combien, eux autres? 641. Ça dure pas 24 heures, là. Quoi, cette histoire-là? C'est quoi d'aller dire ça au monde, à la TV, à Radio-Canada? Le gars est un ancien PM. Ça devrait être un gars qui a un peu de sérieux, là. Johnny! Et l'autre devrait l'arrêter. Wow, l'armée, M. Charest. Même si on s'équipait, là, même si on engageait 3000 personnes de plus, même si on s'achetait 2 blindés de plus, on achetait... On fait quoi, là? Ça va durer combien de temps? Ça ne durera pas 24 heures. Le Groenland va durer 15 minutes, mais nous autres, on va durer 24 heures. Come on, man! On avait de l'argent, mais tu l'as tout donné à l'Ukraine. Là. Oui. On a mieux s'occuper de l'Ukraine que s'occuper de la nôtre. C'est ça qu'on a fait. Wow! This is crazy, man. Et voilà pour le warm-up, c'est fait. Ben, c'est un petit warm-up, pareil. C'est un petit warm-up. Petit warm-up. Gros comme rien. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Radio Pirate. RadioPirate.com. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Il y a une petite boîte. Jerry, Yes. la boîte. Petite boîte. Une petite boîte, une mini boîte, puis j'ai des petites affaires. Là. Tu sais, une boîte, quand tu trouves une boîte, tu as des affaires sur le dessus, tu as toujours des affaires dans le fond. Les affaires dans le fond, souvent, c'est des petites affaires. Fait que, j'ai des petites affaires qui traînent dans le fond. C'est une affaire que j'ai vue, puis c'est drôle. Ça veut dire, parce que là, tu dis, est-ce que c'est de l'AI? Moi, je pense pas, parce que j'ai vu à 2-3 places des affaires différentes. Donc, quand c'est quand tu vois un vidéo, puis c'est toujours le même, tu dis, OK, ouais, ça peut être de l'AI. Mais quand tu vois différents plans de différentes rues, tu dis, ouais, là, c'est pas de l'AI. Ah, c'est juste de même. C'est un clin d'œil. On sait que ça brasse en Iran. En Iran, là, il y a une espèce de mini-révolution des Iraniens là, à Téhéran. Puis, il y a un peu le monde sont tannés. Là. Mais ils sont pris, qu'est-ce que tu veux? Ils sont pris sont pris là-dedans. Il y a même il y a une ville qui s'appelle, je pense, c'est Ilam. C'est dans l'ouest de l'Iran. La police a Ça sent la déposé les fin armes. du régime pas mal. C'est ça. La police a déposé les armes et la police de la ville, qui est quand même une ville assez grosse, là, la police est avec les gens. Donc, c'est spécial. Là. C'est rare qu'on voit ça. Puis l'affaire, c'est que... On aurait dû voir ça chez nous pendant la COVID. Ouais. Mais la police avec le monde. C'est vrai. Mais Téhéran, c'est une mégapole. Là. C'est une très, très grosse ville. Et il y a dans les quartiers de Téhéran, il y a des petits malcommodes qui mettent des stickers sur le nom des rues. Tu sais, il y a des rues, là. Il n'y a pas la rue de Donald Trump, là? Ben oui, oui. Écrit en farsi, c'est la langue, là. Il marquait la rue du président Trump. Est-ce que c'est... Je te pose la question, OK? Dans le warm-up, on a entendu Charest tomber sur Trump, puis raconter toutes sortes d'histoires complètement folles, puis beaucoup de fausseté, puis beaucoup de... il y a beaucoup de complots, là. C'est très, très complotiste, là. Quand tu es rendu à penser que c'est bon d'aller dealer avec les Chinois, c'est un peu spécial. Mais le complot, c'est Trump va s'arranger avec les Russes pour envahir le Canada par le nord. Je veux dire, on a traité des gens de coucou pour beaucoup moins que ça, il faut le préciser. Mais la vérité, là, sais-tu que tous les politiciens du monde entier se sentent minables accompagnés à côté de Trump? Oui. Ton point est bon. Est-ce que c'est ça la vraie histoire? Ils se sentent minables, ils se sentent inutiles, ils savent qu'ils ne sont pas capables de rien faire. Y a-tu quelqu'un qui va mettre à Téhéran sur un nom de rue avec les nouveaux stickers? Y a-tu quelqu'un qui va mettre le nom de Mark Carney? Non. Est-ce que quelqu'un qui va mettre le nom du PM bizarre de la Grande-Bretagne? Non. Starmer? Ouais. Non. Y a-tu quelqu'un qui va mettre le nom de Macron? Surtout pas. Non. Y a-tu quelqu'un qui va mettre le nom
du chancelier allemand, je ne sais pas trop. Chancelier, pas tant de choses. Chancelier allemand. Mais ça, l'histoire, c'est qu'il y a des gens à Téhéran, OK? Ils font pas ça pour... Eux autres, on dirait qu'ils sont contents. Puis, c'est drôle à dire, mais il y a quelqu'un qui fait bouger le monde. Puis eux autres, dans leur monde, dans leur quartier à Téhéran, ils se sentent, autrement dit, à quelque part, c'est comme si à quelque part, il y avait, je ne veux pas lui mettre des mots, là, c'est comme s'il y avait un genre de libérateur qui existait dans, dans leur carcan de quartier à Téhéran, qui est une ville magnifique, là. C'est du monde éduqué, c'est du monde... aux yeux des gens, parce que nous autres, on ne sait pas, là. Nous autres, on vit dans nos pantoufles. On est en pyjama à 6 heures le soir. Je parle pour les gens qu'on a vus à un moment donné qui ont été visités par Bernard Drainville. Ça écoute la TV de bonne heure. Ça mange à 4h15. Ça se couche à 9h. Ça va au Tim Hortons le matin. C'est une vie. Il y a du monde, il y a des places dans le monde qu'il y a des choses de base qu'on n'est même pas capable d'apprécier. Ce qu'on appelle souvent la liberté. Là. Des petites choses. Là. Ils n'ont pas ça, eux autres. Nous autres, on est là à en vouloir à Trump. Mais eux autres, ils rêvent de Trump. Parce qu'eux autres, ils veulent avoir les petites libertés, les petites affaires que vous n'êtes même plus capable, les petits privilèges que vous ne savez même pas qui sont grandioses des avoirs, puis que ça prend des gars comme Trump pour qu'on les garde ou encore qu'on ait plus ou encore qu'on les enlève pas. Selon l'AI, OK, l'Iran, c'est un pays qui est catégorisé comme jeune. Et on parle de l'âge moyen. On parle de... Ils disent, c'est l'AI qui parle, entre 32, 33, 34 ans, dans ce coin-là. Donc, c'est calculé comme un pays jeune. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est comme du monde un peu boursouflé, un peu coussiné, qui ont plus ben de guts, t'sais. Mais eux autres, Christophe, c'est une jeunesse. Là. C'est des pays jeunes. Là. C'est des pays là, avec du monde. Eux autres, là, la liberté, là, ils veulent grandir. Là. Eux autres, ils ont accès à Internet. Ils ont... On s'entend qu'eux autres, si t'es libère, ça va être un des plus grands pays au monde. Là. Ah oui, les autres, des bonhommes avec des barbes de 75 ans. Là. Un des peuples les plus intelligents, ça boule. Là. Ah oui. C'est sûr. Regarde, je leur souhaite. Mais c'est spécial. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment spécial. Mais t'as raison. Ils mettent pas de sticker de Carney. Ils mettent pas de sticker Parce que Trump est pour eux autres, c'est comme un genre de super-héros. Puis nous autres, on ne peut pas voir ça. Tu viens d'expliquer pourquoi. Parce que nous autres, on est vieux, on est comme rendu au bout du rouleau, on n'a plus de rêve, on veut juste garder. On ne saura pas trop ce qui se passe alentour de nous autres. On est comme un peu fuzzé. Il y a du monde, ça boule, qui rêve. Il y a des gens qui ont des rêves. Il y a des gens qui veulent mieux. Puis qui voient qu'ils se font bullshiter par du monde qui sont là depuis un bout puis qui leur empêche de vivre comme ils veulent vivre. Mais c'est en train de shaker. Ils sont en train de shaker à baraque. Moi, je pense que c'est la fin d'un régime en Iran. Il va y avoir... Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans la prochaine année, dans les 2-3 prochaines années. Ça boule. C'est incroyable. C'est spécial. Hein? C'est pendant que spécial. nous autres, on va se rapprocher de la Chine, beaucoup d'autres endroits dans le monde vont se libérer. Moi, je pense que c'est la fin. Le Venezuela, c'est le début. Je pense que Cuba, c'est inévitable. Puis on doit laisser faire les gens qui vont en vacances, câlisse. Pensons au peuple cubain qui mérite d'avoir un régime qui est en place, qui va leur permettre d'atteindre ce qui était auparavant, un pays extraordinaire. Donc, avec... mais, tu sais, y a-tu d'autres places qui... L'Iran, c'était mon troisième exemple, probablement. Corée du Nord, pas l'impression que ça va arriver demain matin parce qu'ils sont protégés par la Chine. Mais il y a 3-4 places dans le monde qui risquent d'être shakées au cours de la prochaine année, des 2 prochaines années. Puis des changements de gouvernement, puis tu vois qu'il y a des places que le monde dit Christophe, on les pognés des espèces de... Tant mieux. Ben oui, moi, ça brasse. Je le souhaite à nos amis cubains. Je le souhaite que ça se passe bien au Venezuela. Je souhaite que les Iraniens se libèrent de ce régime atroce-là qu'ils ont depuis trop longtemps. My God, qui ne peut pas rêver à ça? Qui ne peut pas souhaiter à ces gens-là que ça leur arrive? Vous êtes donc bien sans cœur. Juste par haine de Trump. Vous êtes fous, esti. Vous êtes carrément fous.
Il y a un gars, on parle de la Chine, des affaires de même. Il y a un gars qui... le gars il s'appelle Mark Nixon. Nixon, c'est un... Vous pouvez le suivre sur X. Mark Nixon 24. Le gars, il a une chaîne YouTube. Le gars, il parle de politique. C'est un gars de Vancouver. Là. Puis, je crois qu'il y a 104 000 abonnés sur X. C'est un commentateur. Puis, je ne sais pas exactement son passé, là, mais moi, je le trouve intéressant. C'est un gars qui a surtout... je veux dire que c'est un gars qui a explosé pendant la COVID. Là. C'est là que ça a commencé. OK, c'est là que ça a commencé son histoire. OK. Ouais. C'est un anti-libéral assumé. Là. Hein? C'est un anti-libéral assumé à fond. Ben, c'est ça. Ben, parfait. Donc, mais, ça fait du bien. Lui, il dit que... il dit le Canada, là, 76%... Tu sais, notre business, nous autres, là, on fait de business avec qui? Les États-Unis, c'est 76% de notre business. 76. OK, parfait. Après ça, l'Union européenne, c'est toute l'Europe au complet, qui est quand même un grand ensemble, c'est 8%. UK, t'as peu, UK, là, le Royaume-Uni, parce qu'il ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est 3,8%. Puis la Chine, c'est 3,8% aussi. Là, il dit, laissez-vous pas berner par les histoires, parce que Carney, il s'en va en Chine, puis patati, puis tatata, puis les journalistes, puis les affaires. Puis là, on va faire des affaires avec la Chine. Il dit, laissez-vous pas berner par les histoires des journalistes, puis les histoires à Carney. Il dit, on ne pourra jamais remplacer les États-Unis. J'ai trouvé son tweet très, très bon. Là. Il dit, l'Europe, c'est l'autre. dit l'inverse, c'est un câble. C'est ça. L'Europe, là, c'est l'autre. UK puis l'Europe, là, c'est l'autre bord de l'Atlantique. Oui. La Chine, c'est l'autre bord du Pacifique. Vous ne remplacerez pas les milliers de camions par jour qui traversent par des bateaux. Là. Voilà. Ou des avions. Là. Ou des avions, le transport. Oubliez ça, là. Ça arrivera pas. Donc, cette cassette-là, là, achetez-la pas. Là. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais si c'est leur stratégie pour vrai, là, ils doivent dire aux entrepreneurs du Canada que le 3/4 des entreprises exportatrices vont fermer. C'est ça. Ils peuvent le faire. On ne va pas remplir un avion de 2x4. Là. Mais non, il y en a qui arrivent des pays scandinaves, il y en a qui arrivent de partout, ils n'ont pas besoin. Ils arrivent de la Russie, ils n'ont pas besoin de ça, zéro. Là. Non, c'est ça. Ils vont être 2x4 qui vont coûter un prix de fou juste à transporter alors que l'autre est à côté. C'est quoi ça fait? Voilà. Mais Nixon, il dit une autre affaire, ça n'a pas rapport à ce tweet-là, mais il y a un autre tweet intéressant. Puis ça, je ne savais pas, tu sais. Je suis allé fouiner un peu. Puis il fait une remarque. Il dit, Pierre Poilievre, tu sais, quand tu vas sur X, Pierre Poilievre, à côté de son nom, il y a une bulle. La bulle est grise. Mark Carney, à côté de son nom, sur X, comme premier ministre du Canada, la bulle est bleue. Elle ne devrait pas être bleue. OK, t'as un peu. Carney, sa bulle est bleue. Là, je dis, je vais aller voir Trump, président des États-Unis. Mais sa bulle est grise. Mm-hmm. Là, la bulle jaune aussi pour d'autres affaires. Oui, le jaune, moi, c'est ça, exactement ça. Mais la bleue, c'est nous. Là. C'est nous autres, c'est nos affaires à nous autres. Ça ne devrait pas être ça. Non, la face, c'est que la bleue, tu peux monétiser ton compte. Oui. Mais pas à grise. Ce que je veux dire, c'est que la grise, la bulle grise, c'est pour les dirigeants des États, les membres de cabinet, les organisations gouvernementales. Parce que tu sais, c'est que la bulle grise, c'est du bon, mettons, très connu, mais qui ne vont pas monétiser leur compte. Mais le compte de Carney, c'est pas un compte officiel, c'est son compte à lui. Là. C'est pas un compte prêté par le gouvernement quand il a été... C'est un compte à lui-même. Là. Mais normalement, Carney, depuis qu'il est PM, il devrait avoir un compte avec une bulle grise comme PM. Ben oui. Ben oui. C'est le point de Nixon. Il dit, c'est un bon point. C'est bizarre comme... C'est comme si Carney pouvait faire de l'argent. Lui, il met des affaires sur X, puis il peut faire de l'argent avec toi. J'ai pas vu ces chiffres. Là. Je sais que ça prend à peu près 5 millions d'impressions par mois pour avoir droit à... C'est ça, là. Mais si jamais il est capable de y aller, peut-être qu'il se fait une couple de mille par mois juste avec ça. Oui, c'est ça.
Il le fait peut-être pas, mais je veux dire, c'est bizarre pareil que Carney soit encore en bleu. C'est le fun pour sa femme. C'est son point, là. C'est son point. Hey, on parlait de la Chine. J'ai tombé sur une affaire capotée. C'est une affaire qui a sorti un peu des médias il y a quelques années, mais ça a ressorti encore dernièrement, parce que tu sais, on parle beaucoup de géopolitique, on parle beaucoup de Chine. La Chine, c'est... la Chine, c'est spécial, leur affaire. Est-ce que les statistiques chinoises officielles sont vraies? Oups, on a toujours un petit doute, hein? Moi, j'ai jamais cru, tu sais. Bon, je sais. Moi, j'ai jamais voulu acheter quoi que ce soit en bourse parce que j'ai jamais cru que les chiffres avancés sont vrais. Le taux de chômage, mettons que tu... Statistique Canada, on arrive au Canada. Statistique Canada veut sortir le taux de chômage au Canada. Donc, il y a une genre de division de Statistique Canada qui s'appelle EPA, là, Enquête de la population active, en français. Donc, ils font des espèces d'estimations, ils vont suivre les secteurs économiques, ils vont checker les demandes pour le chômage. Ils prennent plein de données. Hein? Ils font des sondages aussi, je pense. Ils font des sondages. Ouais. Il y a une espèce de kit là, pour sortir une statistique de chômage officielle au Canada. Donc, on a la statistique qui sort à chaque mois, etc., etc. En Chine, eux autres, ils disent qu'en ce moment, il y a, je dis en ce moment, cet automne, là, OK? Cet automne, les dernières statistiques qui ont sorti, ils disent qu'il y a 5,1 % de chômage en Chine. Ça, c'est la statistique du gouvernement. L'affaire, c'est que là-dessus, tu as 3,8 % de chômage chez les 25 ans et plus. 25 ans jusqu'à 60 ans, là, tu veux dire. Mais c'est les jeunes. Les jeunes, il y aurait 16 % de chômage chez les 18-24 ans en Chine. Statistique du gouvernement. Donc, combiné 5,1. Il y en a qui pensent que c'est pas 16 % chez les jeunes. Là. Il y en a qui pensent que ce serait même peut-être la moitié. Ils pensent que les jeunes en Chine, ils ne travaillent pas bien. China! La face, c'est que en Chine, là, ça, c'est capoté. Là. Non, c'est surréaliste. Là. En Chine, il y a des entreprises, des business, là, OK? C'est des entreprises qui vont te louer un espace de travail. Donc, moi, je suis chinois parce que en Chine, il faut le dire, il y a une affaire très, très importante parce que quand tu es au chômage en Chine, le fait que tu sois au chômage... À quoi en Chine? Tu as droit à quoi comme chômage? Tu as un genre de chômage. Je ne sais pas le montant, je ne sais pas du tout le montant, sauf que le fait que je sais, c'est que c'est une honte nationale si tu es sur le chômage. Dans la mentalité chinoise, quelqu'un qui est sur le chômage, il est un peu la honte de sa famille. Vous voyez un peu la patente? Donc, les jeunes, eux autres, qui n'ont pas de job, ils ne réussissent pas à se trouver de job. Ce qu'ils font, ils disent à leurs parents, « Ah, je me suis trouvé un job. » « Ah ouais, okay, oui, je vais trouver un job, là, telle place. Mais c'est des fausses entreprises. Donc, le jeune, lui, il paye. Je le mets en dollars américains. Là. Le jeune, il paye 7 $ par jour. C'est pas l'entreprise qui paye, c'est le jeune qui paye. Le jeune, il paye 7 piastres par jour pour s'en aller dans un local, dans une bâtisse, dans des bureaux. Il arrive là, il y a un espace de travail. Il rentre dans le bureau, il y a un cubicule pour travailler, il amène son portable, ses affaires, ses guenilles. Là-bas, il y a un peu de café. Il ne peut pas du café, du thé, c'est servi sur place. Là. Mais il donne une badge. La badge pour rentrer dans la bâtisse. Tu sais, la badge, oui. pour rentrer. Tu rentres dans finalement, tu ne travailles pas. Là. Tu as une badge, tu as du Wi-Fi dans la bâtisse, gratis. Tu as quelques petites affaires à grignoter. Mais tu t'en vas là, mais tu fakes du travail. Donc, il y a des entreprises qui ont des bâtisses qui louent des locaux à des jeunes ça existe qui pas font chez semblant de travailler. Ça n'existe pas chez nous, zéro. Là. Je sais pas. Hein? Pourquoi tu penses... T'as un peu 1 minute, là. Pourquoi tu penses le combat cette semaine là, sur le retour au travail pour le gouvernement du Québec, là?
Ben, les fonctionnaires, ils veulent pas retourner travailler. Ben oui, ben c'est quoi l'histoire là, derrière ça? C'est qu'ils sont bien, là. Puis je sais qu'il y en a qui travaillent bien, puis je sais qu'il y en a qui font le job, mais tu sais, voyons, tu te bats pas contre ça, là. La raison pourquoi tu te bats, la vraie raison, là. C'est le 3 jours par semaine. C'est le vraie fameux raison, 3 c'est jours. parce qu'il y en a qui sont extrêmement bien chez eux, là, parce que par le type de job qu'ils ont, ils font rien, là. Ils font exactement ce que tu viens de raconter là. Oui, mais le fonctionnaire ici, Christophe, il reçoit une paye. Tandis que là-bas, Christophe, c'est le monde qui paye. Oui. Je comprends que. Mais la fin, c'est que les autres, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils Sinon, savent. t'es une disgrâce. T'es une disgrâce pour la famille. Donc, il faut que tu trouves une place pour aller travailler. Mais tu fais semblant d'aller travailler. Mais il y a juste une chose que tu ne peux pas faire sur place. Il y a une affaire qui est interdite, sinon tu vas te faire crisser dehors. C'est pas de flirtage puis pas de frottage de cuisses. C'est dans le sens que il faut pas que tu ailles de. Tu sais, t'as toute ta journée à rien faire. Tu rentres dans le bureau, tu rentres dans le bureau à 8 heures. Là. Tu rentres avec ton téléphone cellulaire et ton ordinateur, mais tu n'as pas de travail. Là. Tu n'as aucun travail. Non, mais c'est vrai, là, c'est vrai. C'est des vraies histoires. Puis ils font. Il y a même des affaires automatiques que quand, mettons, ta mère t'appelle ou ton père t'appelle à la job, telle affaire, tu dis ah, maman, j'ai une réunion là, dans 5 minutes. D'après toi, il y a combien d'employés fédéraux ou provinciaux qui ont exactement ce même dilemme-là que OK, je fais quoi aujourd'hui? Je comprends qu'il y a une paye, là. Je comprends que l'histoire n'est pas toute pareille, là, mais moi, ça m'allume beaucoup sur beaucoup de gens qui font exactement ça. Le fond n'est pas pareil, là, mais. Non, le fond n'est pas pareil, mais tu rentres au travail, mais en réalité, tu n'as pas de travail. Rien à faire. Ou tu as de la job qui te prend 1 heure à faire, puis tu sais que tu ne peux pas en avoir plus, parce que si tu en as plus, les autres alentours de toi vont venir te boulier. Ils vont dire de te calmer les nerfs. Tu slack. Exact. Oui, parce que tu ne vas pas. Ta pile à toi, tu n'iras pas. Mettons que tu passes à travers ta pile. Là, ta pile, tu vas la mettre sur une autre pile ailleurs. Là, le gars ailleurs, il ne veut pas l'avoir, ta pile. Puis il dit, Chris, arrête, là. Arrête de m'amener des affaires. Oui. Slack ta vitesse, là. Et slack la vitesse. Moi, je pense qu'il y en a plus qu'on. Il y en a qui travaillent fort, là. OK. Il y en a qui travaillent fort, je sais. Il y en a qui travaillent fort, mais d'après moi, il y a beaucoup de monde. On peut s'entendre pour un 20 sûr. Non, je mettais ça à moitié, moi. Okay. Moi, c'était 1 sur 2. Okay. 1 sur 2, ça ne pas trop ce qu'ils vont faire de leur journée. Puis tu sais, il y a un réflexe humain qui est bizarre. As-tu remarqué que les gens à la retraite, quand tu les rencontres, sont tout le temps dans le jus? Oui, c'est vrai, ça. T'as-tu remarqué ça? Ils courent. Pourtant, tu regardes un peu d'aller, tu dis, c'est quoi? Aller au Costco le mardi, c'est pas être dans le jus, ça. Ils sont tout le temps un peu dans le jus. Moi, je pense que finalement, tu finis par penser que tu l'es pareil, même si tu fais rien. Ah non, j'arrête pas pantoute, je suis dans le jus, je suis loadé d'ouvrages, loadé. En vérité, travailler 1 heure par jour. Check le Facebook souvent, check le patent, check Instagram. Oui. Jase là-bas, va chercher une bouteille d'eau, va t'asseoir sur la balle 1 demi-heure pour checker ton téléphone. C'est plein d'affaires bizarres. Là. Plein d'affaires bizarres. Quoi d'autre, pour ça, mon ami Jerry, dans la boîte, parce que là, on avait dit une petite boîte. C'est une petite boîte, il reste une coupe de petites patentes. Okay. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il faut absolument le voir, parce que ça a sorti en fin de semaine, ça. Le fameux nouveau robot de la compagnie Boston Dynamics. Tu peux le voir. Tu fais Boston Dynamics sur Instagram, puis vous allez voir le nouveau robot. Je ne me rappelle pas c'est quoi son nom. Là. Mais là, on blague plus. Tu sais, à un moment donné, on voyait une espèce de robot comme un chien qui montait des escaliers, des affaires. Puis, mais là, c'est plus ça. Là, on sait que Elon Musk prépare son robot, puis il s'en vient, puis il va le présenter cette année. Mais là, Boston Dynamics, ils ont présenté leur robot. By the way, cette compagnie-là, le propriétaire de cette compagnie-là, depuis, je pense, 5 ans, ça a été acheté ça, par Hyundai. Puis c'était acheté par... C'est Hyundai puis SoftBank qu'ils ont acheté. Donc, c'est une compagnie américaine, mais qui a été achetée par les Coréens puis les Japonais. L'affaire, c'est que leur robot humanoïde, c'est complètement sauté. Là. Non, là,
Là, tu te dis, ouais, mais ça, c'est le futur. Non, c'est pas le futur. Là, c'est là. Parce que là, eux autres, là, la production de masse est commencée. La fabrication de masse est commencée. Et là, ce robot-là, tout ce qui a été fabriqué à date et tout ce qui va être fabriqué en 2026 s'en va dans les usines de Hyundai. Là. Le bonhomme, là, il est spectaculaire. Là. Non, il y en a quasiment épeurant, tellement. Tu sais, quand tu dis humanoïde, là, c'est vraiment humanoïde. Là. 6 pieds 2, 180 livres. Il peut soulever 110 livres. Instantané. Il force pas là, pour lever la patente. Il tourne, tu sais, le tronc, en fait, tourne sur lui-même. Il a la forme d'un humain, mais le tronc est mobile. 4 heures de batterie d'autonomie. Tu vas dire, l'autonomie, c'est juste 4 heures. Non, c'est pas ça, la patente. Il est comme un Roomba. Le robot, il travaille dans l'usine, puis quand la batterie, elle fade, qu'est-ce qu'il fait le robot? Il prend une marche, il s'en va sur le bord du mur, il va se connecter. Mais il y a un autre robot sur le bord du mur qui part, lui. Il va prendre la place de l'autre. Les robots se chargent eux-mêmes. Donc, dans l'usine de Hyundai, il va y avoir des humanoïdes qui vont travailler 24 heures sur 24. Pensez à ça 2 secondes. Là. Pas dans 10 ans. C'est commencé là. Wow. Et ces robots-là, non, faut le voir. Faut le voir pour le croire. Moi, j'ai jamais vu ça. Faut le voir pour le croire. C'est le futur. C'est pas ça. Là. On est rendu... C'est Hyundai. Hyundai vont remplir leurs usines d'humanoïdes. Puis à partir de 2027, on parle de 30 000 unités. Parce que 30 000. Pas 3 000. 30 000 unités pour 2027. Puis après ça, ça explose par la suite. Donc, les premiers humanoïdes sont pour Hyundai. C'est normal. Ils se passent en premier. C'est eux autres, la business. Et après ça, Hyundai vont vendre des humanoïdes sur le marché, tout simplement, à partir de 2027. Vous irez voir ça. Boston Dynamics sur Instagram. Vous allez capoter, là. C'est vraiment une histoire incroyable. 2 petites affaires vite. C'est le CES. Ben, il est terminé, le CES, je crois. Vegas, puis toujours la grande patente. Là. C'est CES. C'est comme un capoté, le CES. C'est ça l'affaire. C'est fou. Mais l'affaire, c'est que il y a des petites affaires à le fun à travers. Puis j'ai vu le fameux le portable, l'ordinateur portable de Lenovo. Mm-hmm. Donc, un portable ordinaire. Vous avez votre portable, là, vous êtes habitué à votre portable, puis vous l'aimez bien, puis tout ça. Puis, mais le portable, c'est capoté parce que quand tu rouvres ton portable, tu as ton écran, tu rouvres ton portable, tu as ton écran en haut, puis tu as ton clavier en bas. Et là, tu pèses sur un piton et ton écran, tu peux la dérouler sur la largeur. Donc, quand tu fermes ton portable, il est grandeur normale, mais quand tu le rouvres, tu peux y mettre... Okay, il y a 16 pouces de large. Tu peux aller jusqu'à 24 pouces de large à largeur. Comprenez-vous la patente? L'écran grandit, mais sur la largeur. C'est capoté, là. Vraiment capoté. Donc, c'est... non, ça, c'est une nouvelle patente, là. C'est ça, là, vraiment, c'est vraiment le fun. Pour le monde, tu sais, le monde qui veut avoir plusieurs écrans, là, tu te dis, oui, mais là, je suis en déplacement, je veux avoir mes... Tu sais, des fois tu as plusieurs écrans, mais tu es au bureau. C'est-à-dire que là, tu peux avoir des écrans beaucoup plus larges, mais sur un simple portable. Non, il est vraiment... vous irez le voir, il est vraiment le fun à voir. Dernière affaire, c'est Mr. White qui m'a mis ça. Puis moi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu comme... je suis un peu comme Carlos, moi. Quand il y a des patentes à boire nouveaux, j'aime ça en boire. Puis j'aime ça tester. Oui, c'est vrai, ça que t'es même. Moi, je suis le même. Moi, je suis un testeur de liquide. Puis, il y a un Pepsi érable qui s'en vient. Le Pepsi diète, il va sûrement avoir le régulier, mais il y a un Pepsi diète à l'érable. Tu sais, il y a vanille, il y a eu cherry, il y a eu plein d'affaires, mais il y a un Pepsi érable qui s'en vient. Donc, c'est un pirate qui a envoyé je ne sais pas si c'est un pirate qui a envoyé une photo. En tout cas, c'est Mr. Wild qui a mis ça. J'ai hâte de goûter à ça, moi, le Pepsi érable. Peut-être qu'avec un petit rhum dedans, ça peut être pas pire. C'est ça, là. J'ai beaucoup de glace,
Pepsi érable diète avec un petit mini rhum. Donc, érable, ça veut dire que s'il est diète, c'est le genre aromatisé érable, mais c'est pas vraiment... c'est aromatisé érable. Non, c'est pas du vrai. Ça, c'est sûr que s'il est diète, c'est pas du vrai. Non, c'est saveur d'érable, mais peut-être que ça peut faire la job. Parce que vanille, c'est pas si pire. Je te dis pas que tu bois ça tous les jours, là, mais il est pas... Tu sais, des fois, dans les variantes de cola, il y en a qui passent pas, là. Moi, je trouve, là. Mais vanille, personnellement... Il y en a qui aiment beaucoup là, le citron, lime, des affaires de même. Là. Mais moi, vanille, je ne l'aille pas. Ça goûte fake. Lime, citron, c'est pas de la vraie lime, du vrai citron. Le bout chimique, je le détecte tout de suite. Donc, un petit Pepsi érable qui s'en vient. Oh my God. Thank you, man. Voilà pour la boîte. Yes, sir. Jerry! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Radio Pirate. Pirates Wanted. Hey, premier vestiaire de 2026. En fait, c'est une semaine de péquiste, semaine de 3 jours. Donc, puis on commence avec le premier vestiaire de 2026. C'est notre chum Max Truman. J'imagine, Max, que tu as eu un gros temps des fêtes. Le Canadien va bien. Puis, en passant, bonheur et toute la patente pour ton entreprise, pour danslescoulisses.com, tout alentour de toi, ta famille, etc. Donc, gentil, bonne année 2026. Puis je sais qu'on est après la fête des rois. Puis habituellement, après la fête des rois, on n'est plus supposé parler de ça. Mais nous autres, on tient à te souhaiter du bon parce que on t'aime, on t'apprécie, mon ami. Barouette, 2026 commence sur l'émotion dans Radio Pirate. Oui. En tout cas, bonne année à tout le monde, bonne année à ceux qui nous écoutent, à ceux qui participent au show. Longue vie à Radio Pirate. Puis semaine de péquiste, c'est aussi vestiaire de péquiste, c'est ça? C'est un vestiaire de péquiste. C'est que j'ai dit à Mr. White, j'aime mieux des fois avoir des vestiaires 1 à 1, comme ça on a le temps de jaser un peu plus. C'est le fun aussi d'être en gang, mais c'est le fun aussi d'être 1 à 1 parce qu'on a le temps de vous entendre. Puis je sais que toi, entre autres, tu as toujours de la jasette, puis tu pourrais quasiment remplir 1 heure à toi tout seul. Donc, c'est le fun de t'avoir. Hey, commençons par quelques sujets. D'abord, comment tu trouves le Canadien depuis qu'on s'est parlé la dernière fois? Bon temps des fêtes, belle victoire à Calgary hier. Sincèrement, le Canadien peut être une équipe, surtout dans l'Est, où tout est possible. Toutes les équipes, à peu près, peuvent quasiment faire les playoffs. Il n'y a pas d'équipe qui détonne plus que d'autres. Le Canadien risque d'avoir sa place dans les 8 clubs qui vont faire les playoffs. C'est le genre de club que j'ai vu sur place contre les Panthers, avec entre autres Cole Caulfield. Cole Caulfield m'impressionne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Comme joueur, c'est incroyable. Il est dominant. Le Canadien, sincèrement, une belle petite équipe de hockey. Là. Ça n'a aucun sens comment ce club-là a du talent. Déjà, on est en avance sur où on devrait être. On devrait être, si tout va bien, où on est en ce moment, dans 1 an ou 2. Mais Lane Hudson s'est développé plus vite que prévu. Cole Caulfield est devenu un joueur complet. T'sais, il la met encore dedans. Il a encore ce talent-là puis ce don du but-là, mais il est capable de jouer au complet. Demidov est débarqué. Il a déjà de l'influence. Suzuki est là, puis il est vraiment le leader de ce groupe-là. La seule faiblesse, c'est devant les buts. Puis, tu sais, Dobèche à la nulle part, Montembeault à la nulle part, puis là, t'amènes Jacob Fowler là-dedans. Tu penses que ça va tenir une semaine et demie. Ça fait 1 mois, puis ça tient encore. Fait que, tu sais, c'est un club qui est impressionnant. En même temps, il faut juste le rappeler, c'est le club le plus jeune de la Ligue nationale. C'est ça. Tu sais, la jeunesse va venir avec certaines erreurs ou certains passages à vide. Je pense que le Canadien va devoir trouver le moyen d'être bon au bon timing, au bon moment. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des crises encore d'ici la fin de l'année. Mais si la crise, elle n'arrive pas en play-off, ce club-là peut gagner une ronde ou 2, contrairement à l'année passée. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est le fun de suivre le Canadien, mais on n'est pas encore rendu à aspirer à la Coupe Stanley. C'est juste qu'au moins, mais... on a du fun, Jeff. Quand tu regardes les games, tu as du plaisir. Quand tu vas au Centre Bell, hier, si tu étais là contre Calgary, tu as eu du fun, ce qu'on n'avait pas tout le temps avant. Mais Slav est meilleur aussi, je trouve. Ben oui. On dirait qu'il a pris un peu d'assurance. Là. On dirait qu'il est moins... je sais pas, il est comme il n'y aura jamais, moins peureux. Jerry, il n'y aura jamais des bons mains. Là. Ça, je sais, mais Christophe, il fait une job quand même pas pire, là, moi, je trouve. Là. Quand même bonne. Mais l'histoire des goalers, là. Ouais. Là, on est comme... Là, c'est comme... Là, on dirait qu'il faut qu'on... Quand ça va bien, ça va bien. Mais on dirait qu'il faut chercher comme des petites affaires. Là, qu'est-ce qu'on fait avec les goalers? On garde-tu les 3? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Tu peux pas garder 3 goalers longtemps, Jerry.
il y a quand même une nécessité de garder les buts de façon régulière. Puis là, c'est correct. Là. Je pense que le Canadien, écoute, je pense que c'est 11 matchs en 8 jours ou à 7 jours, en tout cas, peu importe. Oui. On a tellement de matchs que là, c'est correct. Tout le monde va trouver le moyen de garder les buts. Puis avec le calendrier condensé à cause des Jeux olympiques, chaque gardien joue au moins une fois par semaine. Puis ça, c'est correct. Mais tu peux pas longtemps rouler à 3 parce que quand tu as moins de matchs, les gardiens vont être off. Il faut voir que tu trouves ton homme aussi, là, à un moment donné. Oui, puis on veut que ce soit Montembeault. Moi, c'est ça que je trouve cool et pas cool à la fois. C'est qu'on démontre une confiance, puis on veut que ce soit Samuel Montembeault, notre gars, puis Martin Saint-Louis le dit, puis Kent Hughes le dit. Puis tu sais, on back Samuel Montembeault, mais en même temps, en début de saison, quand c'était Jakub Dobèche qui traînait l'équipe sur ses épaules, on enlevait le net à Dobèche pour le redonner à Montembeault. Puis là, c'est la même chose. Là, Montembeault va bien, mais on enlève un peu le net à Montembeault. Il faudrait le redonner à Dobèche parce que là, Fowler, Montembeault va bien. À un moment donné, tu identifies ton 1, tu identifies ton 2. Ouais. Celui qui est le moins bon des 3, tu l'envoies à Laval, puis that's it, that's all. Dans 3 semaines, c'est la pause des Jeux olympiques. C'est 3 semaines, 4 semaines, mettons. Là. Mais dans ce temps-là, tu vas avoir 3 semaines, pas de match. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un gardien qui va aller à Laval. La question, c'est, ça va être Dobèche ou Fowler, puis ça va être quand? D'après moi, ça va être avant les Jeux olympiques. Dans le temps des fêtes, beaucoup d'affaires qui sont passées. D'abord, nomination de l'équipe canadienne pour les Olympiques. Ensuite de ça, le championnat junior. Moi, je ne suis pas très championnat junior. Plusieurs personnes me posent la question, est-ce que je m'intéresse au championnat junior? Pas bien. Le temps des fêtes, ça déborde de sport. À un moment donné, il faut choisir nos patentes. Puis le fait que les Russes sont pas là, moi, depuis quelques années, il y a un bémol là-dessus, parce que n'oubliez pas que les Russes au championnat junior, c'est 1 fois sur 3 qui gagnent. Donc, c'est quand même... Tu gagnes un tournoi, puis il y a une des plus grandes équipes qui n'est pas là. Ça va être la même chose aux Olympiques également, si on pourra en reparler. Là, tout le débat alentour de la place des joueurs francophones dans l'équipe junior. L'équipe junior qui n'a pas livré en plus, qui a gagné la médaille de bronze. Faut dire aussi qu'il y a beaucoup de gars juniors qui n'ont pas été prêtés par les équipes de la Ligue nationale, donc c'est pas véritablement la vraie équipe qui était là. Il y a des gars qui jouent dans la Ligue nationale. C'est la même chose pour les Américains aussi, je pense. Mais ils ont sous-performé. Là, ça ouvre la porte, bien sûr, à quelques critiques. Les gens pensent que les francophones sont... Puis ça, je l'ai entendu. Moi, je l'ai entendu Simon Gagné me l'a dit live, en personne. Simon me dit Hockey Canada ne regarde jamais les games, puis ils ne sont pas trop au courant. T'sais, on est comme à part. Donc, leur évaluation des joueurs québécois n'est pas nécessairement bonne. Puis, on ne fait pas partie de l'équation tellement de l'équipe canadienne. Donc, le junior, je ne le sais pas comment ça fonctionne. Ligue nationale, c'est une autre paire de manches pour les Olympiques parce qu'on a vraiment un nombre de joueurs qui est minime. On a des vieux joueurs. L'équipe qui a été faite par la gang de Pékis, c'est une équipe, d'après moi, qui ne gagne pas beaucoup de games dans KHL. Là. Donc, on a vraiment un problème pour la NHL. Pour le junior, je te laisse aller avec ça. Je le sais pas, mais quel est le problème avec les Québécois et l'équipe canadienne? Écoute, dans le junior, je veux pas remettre en question ce que Simon Gagné t'a dit. Je veux dire, il connaît ses affaires de A à Z. Il a joué, il connaît du monde encore qui sont là. Mais dans le junior, il y a quelques joueurs québécois qui auraient pu tasser d'autres joueurs. Tu sais, Xavier Villeneuve à la défense, je suis allé le voir jouer, il joue pour l'Armada. Il aurait été meilleur que certains défenseurs de Team Canada. McKenzie, qui n'a pas été repêché et qui jouait mal avec Team Canada Junior. Tu sais, Xavier Villeneuve aurait pu prendre sa place. Même si ce n'est pas le même genre de défenseur, il aurait pu être là. Bill Zonon, qui est physiquement beaucoup trop dominant pour la LHJMQ. Des fois, de la misère avec la rondelle, là, mais c'est un gars très, très dominant. Aurait pu remplacer un gars sur une 3e ou une 4e ligne ou comme attaquant en spare avec l'équipe Canada Junior. Il y a des Québécois qui auraient pu prendre la place de d'autres. Ils ne l'ont pas prise. Et ça fait qu'on regarde le tournoi en se disant... C'est notre équipe canadienne, mais en même temps, la plupart des gens s'identifient même pas tant que ça au Canada ou aux joueurs qui sont là, puis il n'y a pas de joueurs du Québec. Fait que quand ils gagnent, c'est « Wouh! Notre équipe canadienne », puis quand ils perdent, « Ah, mais de toute façon, il n'y avait pas assez de Québécois. S'il y avait eu des Québécois, ça aurait été différent. » Je trouve qu'on a la dichotomie assez facile quand on regarde l'équipe Canada Junior. Mais c'est une chose... Tu sais, équipe Canada Junior, c'est une chose. L'équipe Canada pour les Jeux olympiques, il n'y a pas de « mais ». Il n'y a pas de « Oui, mais il y a des joueurs qui sont dans LNH qui auraient pu être là. » Il n'y en a pas. C'est les meilleurs joueurs au Canada et on n'a personne. Puis il y a des spécialistes qui ont fait une 2e équipe. Puis même sur la 2e équipe, on rentre peut-être... Oui, mais c'est Mike... Il y avait Chabot. Il y avait Chabot. Moi, j'ai vu Mike Madison.
Moi, je sais que. Ah oui, c'est vrai, le gars est de Montréal. Mais tu sais, il n'y en a mais pas moi, beaucoup. Sur la deuxième, il Jeff. n'était pas dedans. C'est ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis là, on peut tirer à la sauce avec Noah Dobson. Mais les faits, là, c'est que si tu vas regarder les stats des joueurs québécois dans la NHL ce matin, Jeff, le meilleur pointeur, c'est Anthony Manta. On s'en va où? Je veux dire, on peut pas. Un des meilleurs, c'est Jonathan Drouin. Il n'y a personne qui va dire, hey, Manta puis Drouin devraient être sur l'équipe olympique canadienne. Ben non. C'est un problème qu'on n'ait aucun joueur québécois proche Le de seul jouer, questionnement dans l'équipe canadienne, ça a été soulevé là, pendant 3-4 jours de temps, c'est Cirelli qui a été choisi par Cooper par rapport à Bennett. C'est pas mal le seul questionnement. Le reste, il n'y a pas de questionnement à avoir avec les Québécois. Là, mais c'est quand même inquiétant. Ça soulève des questions pareilles. Puis moi, je fais un lien entre les deux. Si vraiment on avait des joueurs qui sont de calibre junior pour l'équipe canadienne, on le sentirait dans la NHL quelques années plus tard. C'est relié ce qui se passe. Là. Puis, je ne peux pas croire que des petits pays européens sont capables de produire de bons joueurs de hockey qui font soit une bonne carrière dans la KHL ou encore dans la Ligue nationale, puis que les Québécois seraient boudés par les mêmes gars qui vont trouver des joueurs dans l'est de l'Europe puis qui arrivent avec des petits trésors qu'ils ont trouvés quelque part dans une petite ville. Moi, je pense que, oui, peut-être que le Québec est boudé par Hockey Canada un peu, mais je veux dire, à un moment donné, l'évidence, personne ne se priverait d'un bon joueur si vraiment ce joueur-là est dominant. Jeff, je vais te poser une question, OK? Puis peut-être je m'écarte, mais j'ouvre ça. Jerry, tu vas sûrement avoir la réponse, OK? C'est quoi la province au Canada où il reste le moins d'argent dans les poches du monde? Ou presque. C'est le Québec, OK? Ou peut-être il y a peut-être quelques places des Maritimes, mais c'est ici, OK? Le hockey est le sport le plus cher en bas âge. Puis quand tu commences à arriver dans l'élite, ça n'a pas de bon sens. Moi, je te donne un exemple à Lanaudière, OK? Je suis à l'est de Montréal. Si tu fais le 3 dans le midget, c'est U18 maintenant, là. Si tu fais cette équipe-là, ça te coûte 15-20 000 parce que tu es obligé d'aller au collège privé à Esther Blondin. Ça n'a pas de sens que si tu es un des meilleurs joueurs de toute la région de Lanaudière, tu es obligé d'aller à l'école à 15-20 000 $. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça coûte tellement cher, puis on a moins d'argent dans nos poches que c'est sûr qu'on perd plein de joueurs de talent. Puis moi, je le vois au soccer. Souvent, il y a des gars dans le récréatif, il y a des gars au futsal à l'école secondaire qui brûlent des gars qui jouent dans le 3 parce que les parents ne mettent pas l'argent pour suivre la carrière. Fait qu'à un moment donné, il va falloir faire le lien avec l'argent disponible dans les ménages québécois. Mais le fait qu'on n'est pas capable de suivre ça. Tu veux dire qu'un gars comme Mario Lemieux, là, qui vient de, je ne sais pas trop... Villemort. Il vient pas d'une place riche, là, Mario Lemieux. Là. Mais c'est l'exemple que je donne souvent, Jerry. Oui. C'est Villemort. Parce que moi, notre équipe faisait l'échange avec les gars de Villemort. Les Dynamos faisaient l'échange avec les Hurricanes de Villemort à l'époque. Puis, quand moi je suis arrivé là, on y allait à chaque printemps. C'était la grande pauvreté. Mais le nombre de joueurs qui sont sortis de là, c'est incroyable. Donc, il y a comme... moi, je pense que... Puis, on pourrait parler d'Anjou, on pourrait parler La face, c'est que ces jeunes-là, qui n'étaient pas de famille riche, là, de classe moyenne pauvre, ils pouvaient jouer au hockey dans le temps de Mario Lemieux. Puis on s'est entendu que Mario Lemieux, c'est pas l'époque de Maurice Richard. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Mais eux autres, ils pouvaient jouer au hockey. Puis les flots aujourd'hui, ben, veut pas. Si le jeune il est bourré de talent, puis la famille n'a pas une crise de scène, ça se termine là. Puis dans le temps, mettons, tu avais toujours un coach ou une organisation qui payait l'inscription d'un gars qui avait moins d'argent ou qui trouvait le moyen d'avoir de l'équipement, whatever. Mais ça coûtait, je ne sais pas, là, je lance des chiffres, ça coûtait une fraction. Exact. Aujourd'hui, si tu veux payer le gars 3 dans la Naudière, il faut que tu l'envoies au collège privé puis que tu payes les pionniers. Puis j'ai rien contre les pionniers, là. Je parle juste du système en place. Tu peux plus prendre un gars puis dire « Hey, moi, je vais te parrainer. Tu vas continuer à... » Non, man, c'est 10, 12, 15 000. C'est des déplacements à gauche, à droite. C'est peut-être même 20 000 pour certains jeunes. Fait qu'on en perd en chemin. Puis je te faisais le lien avec le soccer. Crois-moi, là. Moi, je coach dans une école publique au futsal. C'est du soccer intérieur. Puis souvent, on va jouer contre des privés, puis on les bat. Puis j'ai pas un sale joueur qui joue dans le 3A, puis eux autres, c'est plein de 3A, parce que le talent est pas nécessairement dans les meilleures équipes. Il y a du talent à gauche, à droite qui traîne. Puis c'est sûr que si tu le développes pas, le talent à 13 ans, si t'en prends pas soin, à 17, il va être largué. Là, je soulève la question, parce que moi, je sais que on a fait fausse route avec trop d'équipes d'élite.
Dans le temps, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient au hockey. Beaucoup de monde qui jouait au hockey. Ouais. Le camp d'entraînement du double lettre, c'était... Bon, c'est sur invitation, mais il y avait quand même 200-300 gars qui étaient sur invitation. Il y avait 3-4 pratiques les premières journées pour faire le premier nettoyage, etc. Puis là, c'était at large, comme tu dis, en raison de que tout le monde pouvait jouer ou à peu près. Mais il y avait du volume et il y avait peu de place. Là, on a comme créé avec les années beaucoup de programmes, beaucoup d'élites. Même qu'on se demande s'il n'y a pas plus d'élites que de participatifs, finalement. Donc, on a du fausse élite. Oui. Puis les meilleurs ne jouent pas toujours avec les meilleurs, Jeff. Va lire, mettons, tous les projets là, qu'il y a sur le sport compétitif. Dans un sport d'équipe, les meilleurs doivent jouer avec les meilleurs et contre les meilleurs. Pourquoi? Oui. Parce qu'avec les meilleurs, ton cerveau va développer un QI plus élevé. Tu vas essayer de suivre meilleur. Tu vas jouer dans un collectif qui est meilleur. Tu vas chercher des solutions collectives avec d'autres meilleurs joueurs. Et tu dois jouer contre les meilleurs joueurs parce qu'eux vont te rendre la situation compliquée. Quand tu fais du 3 scolaire, civil, 3 relèves, là, un truc qui s'en va pour préparer planifier, puis l'autre qui s'en va... Peu importe, à un moment donné, tu dilues tellement le talent que les meilleurs ne jouent plus toujours avec les meilleurs et ils ne jouent pas toujours contre les meilleurs. Fait qu'à un moment donné, tous les organismes là, ici, les écoles, Hockey Québec, tout le monde va te dire, nous, là, l'important, c'est le jeune. On fait ça pour le jeune. C'est le jeune. Mais non, au final, si vous faisiez ça pour le jeune, vous metteriez tous les meilleurs jeunes ensemble contre les meilleurs. Il y en a trop qui font ça pour leur poche à eux. Puis malheureusement, donc, si, ça n'aide pas le développement. On a moins d'élites. Ouais. Donc, on concentre nos énergies sur moins de jeunes. Là, on fait semblant à beaucoup de jeunes qui sont bons. Ils ne sont pas si bons que ça. Ça, c'est la première erreur. Si on revient à un nombre limité de joueurs qui sont vraiment talentueux pour faire une ligue, mais pas trop grosse, puis que c'est vraiment l'élite qui est là. J'ai rien contre Hockey Québec. Je connais pas assez ça, mais mettons que je me fie à la NCAA puis à ce qui se passe au football et dans d'autres sports qui sont liés par les écoles aux États-Unis, les colleges et tout ça. Donc, le football n'existerait pas s'il n'y a pas de l'élite, puis qu'il y a des programmes, puis que finalement, les études, tu sais, je veux dire, les Miami Hurricanes jouent à soir. Ouais. Miami Hurricanes joue contre Ole Miss ce soir. Miami Hurricanes, si vous allez là, si vous allez à l'Université de Miami, c'est Disney. Là. Moi, j'y étais sur le campus. Ma fille est allée magasiner le campus. C'est le top luxe que tu peux pas avoir. Là. Les gars qui sont là-dedans, ils viennent de Miami Gardens. Là. Ils viennent de certains quartiers alentours. Jamais ils auraient pu aller là. Donc, il y a dans les anciens étudiants des gens qui mettent de l'argent dans le pot, puis les études sont payées, puis c'est le même que ça marche. Est-ce que nous autres, on va avoir à un moment donné à choisir entre le civil, le scolaire, puis si le scolaire est là, est-ce qu'on a un programme comme ça se passe, mettons, dans la NCA, où on a des frais d'école qui sont payés? Si le jeune arrive d'un village, son petit appartement sur le campus, ou je sais pas. T'sais, il va falloir penser à quelque chose. Là, on soulève le point année après année, mais la vérité, c'est qu'on fait rien. Mais on peut pas se battre. On ne changera pas ça si on ne ferait pas quelque chose. On peut pas se battre, Jeff. T'sais, mon gars, je cherche des programmes de soccer. Okay? Puis, je fais beaucoup de liens avec le soccer, mais c'est la même chose au football, c'est la même chose au hockey. Oh, oui, exact. Tu regardes les cégeps ici qui vont jouer 2-3 mois avec peu d'installation. S'il neige, tu peux pas t'entraîner parce qu'ils n'ont pas de terrain synthétique, etc. T'sais, on peut pas se battre, les cégeps, les universités au Québec, avec les programmes américains. Je veux dire, il y a des universités aux États, à NCAA, division la plus forte, qui ont des meilleures installations que le CF Montréal. Je niaise pas, là. Je veux dire, c'est du scolaire, mais c'est du scolaire privé où c'est tellement comme... Il y a tellement d'argent investi pour développer, puis en même temps, c'est devenu un business case, ça, c'est un modèle d'affaires. Ils rendent de l'argent aussi. Si tu compares avec l'UQAM, puis l'Université Laval, puis tout, c'est le fun, nos programmes, les Carabins, c'est trippant, là. Mais on n'est pas de calibre au niveau des installations, au niveau de tout l'encadrement, de tout ce qui vient avec. Fait que, tu sais, là, on est loin dans le programme, là. Mais pourquoi nos meilleurs joueurs, au lieu de regarder les universités ici, ils regardent les universités aux États-Unis? C'est parce que le calibre est meilleur, les installations sont meilleures, les chances de devenir pro sont meilleures, l'expérience étudiant est meilleure. À un moment donné, on peut se le faire croire, mais on peut pas on peut pas combattre avec ça. Ça tiendra pas, là. Ouais, mais je vois des milliards passer, revoler un peu partout des affaires qui sont complètement crazy. On doit en avoir plus qu'on pense. Oui, mais tu sais, tu fais exprès. Tu le sais qu'on les mettra pas là. Tu le sais qu'on les mettra pas dans le sport. Tu sais, fait, je sais. Oui. Mais après ça, plaignez-vous pas.
Ouais, mais pourquoi pas? C'est pas à vous autres que je parle. Je parle aux gens en général qui se plaignent. C'est pas une priorité tant que ça. Là. Ça ne l'est pas. Toutes nos priorités sont à bien des places, mais sont zéro là. Donc, moi, je trouve ça vraiment triste en passant. Là. Moi, personne qui se réjouit de voir ça. Puis moi, ce qui me tanne, c'est qu'un peu comme sur tous les autres sujets, on parle, mais en bout de ligne. Puis peut-être qu'on n'est pas capable de rien faire. Mais au moins, on peut-tu essayer quelque chose? On peut-tu... Puis là, je sais qu'ils ont pris une certaine décision. Justement, ils vont éliminer certaines équipes. Ils vont rendre ça plus élite un peu. Mais... Tu sais, il y a des décisions majeures à prendre. Est-ce qu'on peut vivre avec deux systèmes? Est-ce qu'on peut avoir le hockey civil? Est-ce qu'on peut avoir le hockey scolaire? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas trancher puis choisir entre un et l'autre? Puis si on se fie à ce qui se passe ailleurs, bien, le milieu scolaire, puis vous allez me dire, ouais, mais le milieu scolaire, c'est les écoles publiques en général. Les écoles publiques, c'est un peu tout croche. Oui, mais si ça devient dans notre ADN, ça devient dans notre culture d'avoir des coachs payés puis qui ont vraiment pour but de donner, d'abord, une des raisons, c'est de donner du prestige à l'école, même si c'est public. C'est ça, il y a le nom des clubs de sport. Le logo est sur l'école, il y a une fierté d'aller à cette école-là. C'est un changement majeur que je suis en train de te jaser là. Oui, il y a une question de moyens. C'est clair qu'il y a une question de moyens. Mais je pense qu'on arrive trop rapidement à ça pour s'empêcher d'en faire plus avant de se cogner le nez à cette histoire de cash-là. Moi, je me dis qu'une fois qu'on sera rendu là, on trouvera le moyen de financer toute la patente. Mais avant, il faut penser à quelque chose. Là, pour l'instant, on fuck à rien. On fait rien. Ça m'écoeure. Puis, regardez comment ça a dégradé dans la Ligue nationale. Regardez la liste des joueurs qu'on a, là. 100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. On lance le week-end avec l'aubergiste. On sort des... Premier week-end de 2026. Voilà. Et je sais que beaucoup de monde... En fait, c'est le deuxième week-end de 2026, je me trompe. Deuxième week-end de 2026. Beaucoup de monde en janvier, Jeff, prennent une pause alcool. Ça, c'est normal. Des fois, on a pris pas mal dans le temps des fêtes, sauf que les recommandations de l'aubergiste peuvent aller en février. Donc, on prend des notes. On va sur le site de radiopirate.com, vous allez voir. C'est ça qui est le fun, c'est que vous avez les dernières recommandations. Et là, l'affaire, c'est que... c'est sans prétention, là, toujours l'aubergiste. C'est des vrais que moi j'aime, tout simplement. Puis j'aime ça, jaser de vino un peu avec mon fiston, qui est un fan de vino. Ma blonde aussi, dans le blanc. Mais le dernier rouge qu'on l'a parlé, le dernier rouge français qu'on l'a parlé, c'était en octobre. Donc ça fait quand même un petit bout. Donc là, on s'en va en France. On va faire un beau voyage. On va partir de la Suisse. Et on va s'en aller jusqu'en France, jusqu'en Méditerranée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le Rhône, le fleuve du Rhône, qui prend sa source dans les montagnes en Suisse. L'eau coule vers le lac Léman, de toute beauté, le lac Léman. Et ensuite, ça rentre, le fleuve, le Rhône, il arrive en France, puis il va couler jusqu'en Méditerranée. Et c'est quoi? C'est 530 kilomètres. C'est quand même une belle... Puis c'est la région du Rhône, c'est extraordinaire, mais c'est pas là qu'on s'en va. On s'en va encore plus au sud. On descend dans la région, justement. On descend jusqu'à la mer. On descend entre Montpellier et Marseille. Donc, complètement au sud. Il y a une petite commune là-bas qui s'appelle Beaucaire. Donc, Beaucaire, c'est de toute beauté. Là. Ce coin-là, c'est le sud de la France. Hein. C'est tout à fait fantastique. Et juste là, Beaucaire est comme un peu comme au milieu d'un triangle. Je l'appelle un peu comme le triangle mythique du sud français. On est entre Avignon, Nîmes et Arles. C'est les trois villes romaines. C'est drôle à dire parce qu'on est en France, mais pour vrai, c'est trois villes romaines. Donc, quand les Romains étaient installés justement dans le sud de la France, cette place-là, la ville de Arles, ça a été fondée par Jules César lui-même.
Quand on visite ces places-là, Avignon, Nîmes, Arles, c'est pas mal. On se croirait pas mal. Ils appellent ça. C'est Avenio. Le nom de Avenio, ben, c'est Avignon. Avignon, c'était la ville. C'était une ville romaine, là, carrément. Donc, ce fameux triangle-là, qui est un peu comme une petite Italie à la française, parce que ça fait penser un peu, c'est comme si vous avez de la ville de Rome, autour de Rome, ils appellent ça le Latium, donc Latium pour latin. Donc, c'est la naissance de la langue latine. Et ce coin-là de la France, ben, c'est très latin, c'est très romain. On va le dire comme ça. Et là, 3 appellations, parce que c'est ça, ce secteur-là, justement, de Beaucaire, il y a 3 appellations qui sont toutes collées un sur l'autre. Là. Costières de Nîmes, Côte-du-Rhône, mais le sud, et le Languedoc. Donc, vraiment, là, on est comme pris, là, un à côté de l'autre. Là. C'est 3 régions qui se collent. Et là-bas, il y a c'est un grand vignoble qui est très connu dans la place. Vraiment. Ce vignoble-là s'appelle Mas-les-Tourelles. Mas-des-Tourelles. Est-ce qu'on dit Ma ou on dit Mas, M-A-S? Je pense qu'on peut dire les deux. Donc, c'est quoi un mât? Ben, un mât, c'est une maison de campagne. Donc, dans le sud de la France, quand vous possédez un mât, donc c'est une maison de campagne en Provence, ou dans le sud de la France, ou dans le Languedoc. Donc, je suis propriétaire d'un mât. Ou un mas. Donc, c'est carrément une maison de campagne. C'est vraiment une belle expression. Et justement, cette place-là qui est très connue, vraiment, là, c'est très, très connu, Mas des Tourelles. Donc, c'était acheté, ça, par un dénommé Hervé Durand. Hervé Durand, il a acheté ça en 1974, si je me souviens bien. Il a acheté ça de son oncle. Mais cette place-là, la maison, date de, je pense, de plus de 300 ans. Donc, c'est de toute beauté, là. C'est une place fantastique. Aujourd'hui, c'est un paradis de l'énotourisme. Il accueille beaucoup de monde. Les gens passent, ils vont goûter du vin. Ils sont organisés pour recevoir le monde. Puis la place, c'est vraiment de toute beauté. Et justement, M. Durand est aussi copropriétaire de l'Orpailleur à Donham, dans le coin de Coansville. On descend. Donham, l'Orpailleur, c'est très connu au Québec. Donc, lui, il est un investisseur aussi. Donc, c'est un gars de vin. Là. Carrément, c'est un gars de vin. Lui, il avait acheté ça en 1974 en France. Il a acheté ça de son oncle. Et lui, il avait un bagage. Il avait des études. Donc, c'est un gars qui était... C'est un gars qui était jeune à l'époque, mais il a tout mis. Il a tout mis dans la place. Puis aujourd'hui, ça fait une place tout à fait extraordinaire. Et c'est un gros producteur du sud de la France, vraiment. Ici, à la SEQ, on a 4 de ces vins. Il y en a beaucoup plus que ça, mais on a 4 de ces vins. Donc, le moins cher, l'entrée de gamme, carrément l'entrée de gamme. C'est pour ça que là, on est de retour. On est janvier, un peu plus serré. Là, on tombe vraiment dans les petits prix de la SEQ. Et on peut même dire les très petits prix de la SEQ. Vous savez, la tablette, quand vous rentrez à la SEQ, vous allez dans les petits prix. Ça, c'est toujours la tablette où possiblement, il n'y a pas beaucoup de boomers qui vont jouer dans les tablettes de petits prix. Là, parce que ils ont plus les moyens. Mais les petits prix, il y a des petits trésors. Beaucoup de vins espagnols dans les petits prix qui sont vraiment, vraiment le fun. Donc, de temps en temps, je vais vous en parler parce que moi, je suis un peu habitué à ça. Et Fiston aussi aime ça, fouiner dans les petits prix. Et Mas-des-Tourelles, moi, je pense qu'il fait partie, regarde, on va le dire, un genre de top 10 des petits prix de la SEQ. Il fait partie de ça. Il y a des chroniqueurs de vin... pour le nommer Philippe Lapéry, c'est un fan de vino, c'est un connaisseur, Phil, c'est un maniaque de Mas des Tourelles. Vous voyez que
Ça veut dire c'est un petit prix, mais des fois, il ne faut pas regarder. Ah, c'est petit prix. Ça vaut. Moi, je pense qu'il vaut plus que ça. 11,50. Pensez à ça, là. 11 piastres et 50. C'est un deal incroyable, là. Donc, oui, c'est le vin d'entrée de gamme du MAS. C'est leur vin d'entrée de gamme. Donc, c'est un montage particulier. C'est vraiment un montage. Tu sais, c'est 40% Merlot, 40% Syrah, 10% Marcellan et 10% Petit Verdot. Donc, le Merlot, il amène, on le connaît le Merlot, il amène une souplesse, hein, le Merlot, il y a une espèce d'élégance dans le Merlot. Là. C'est pour ça que le vin, il est dans les catégories. Les autres, ils disent, tu sais, la SEQ avec leurs pastilles, ils disent fruité et généreux. Mais c'est vraiment bon. Là. Donc, il y a du Merlot avec la souplesse. Il y a de la Syrah aussi à 40% pour le côté poivré de la Syrah. La Syrah, le vin du Sud, le petit côté poivré qui est fantastique. Le Marcellan avec le côté, bleuet. Vous voyez un peu, le petit fruit foncé. Marcellan, c'est très puissant. Donc, le petit bleuet et aussi le petit verre d'eau avec un vin très tannique qui vient. Le petit verre d'eau, il n'est jamais vinifié seul ou très peu. Donc, il arrive dans les montages. Donc là, tu as un montage vraiment le fun. Pour un vin d'entrée de gamme, Merlot, Syrah, Marcellan, petit verre d'eau, 11,50. C'est le fun, ça? Non, c'est tout à fait extraordinaire. Et, tu sais, moi, je pense que c'est un vin qui... on l'achète et on le boit tout de suite. Là. C'est tout à fait normal. Présentement, je pense que lui de la SEQ, présentement, c'est le 2023, je pense. Mais c'est le vin qui va... C'est le vin passe-partout parfait. T'sais, on arrive, on petite bouffe, on ouvre une bouteille, twist cap, ouvre la bouteille, mardi, une pointe de pizza, un petit spag, masse des tourelles. C'est fantastique. Ça goûte le Sud. Le petit côté poivré, c'est pas... Ça pogne pas trop d'un bajou. C'est tout à fait extraordinaire. Puis moi, j'aime ça, découvrir, justement, j'aime ça, ces petits vins-là. Les petits vins de semaine, comme on dit. Donc, ça en prend. On ne peut pas toujours ouvrir des bouteilles à 30$ et 40$. Ça en prend. Et moi, je pense que Mas des Tourelles, vous allez adorer ça. Ben voilà pour le premier 2026, le premier aubergiste, c'est le premier lancement de week-end officiel, même si c'est le deuxième week-end de 2026. Donc, bon week-end, profitez-en. Gros match de football ce soir. Donc, Ole Miss contre de Miami U demain soir, l'autre semi-finale. Et le grand match pour ceux qui suivent la NCAA Football, c'est le 19 janvier au Hard Rock Stadium. Bon match! Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif.